C'est peut-être juste moi qui suis parano, mais à chaque fois que j'entends parler d'une bande d'étudiants qui partent en voyage dans une cabane dans les bois, je me dis à chaque fois qu'ils ne reviendront pas vivants. Mais vous savez ce qui est encore pire? C'est quand ils n'arrivent même pas jusqu'à la cabane parce qu'ils se retrouvent coincés dans un asile abandonné avec une famille de hillbilly cannibales à leur trousse. Et c'est exactement ce qui arrive à cette fille et à ses amis quand leur voyage à la montagne vire au désastre. Je suis ici pour vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment battre la famille cannibale dans Détour mortel 4, Origine sanglante. L'histoire commence dans les années 70, dans un sanatorium situé au fin fond des collines de Virginie occidentale. Par une nuit froide, le docteur Ryan, chef du personnel, fait visiter le bâtiment à une nouvelle psychiatre, et ils viennent d'arriver à la partie la plus dangereuse de la visite. Ils se dirigent vers le bloc C, et le C correspond à cannibale. C'est là que sont gardés les patients les plus violents de l'hôpital. Mais le docteur McQuaid s'approche accidentellement un peu trop près d'une cellule, ce qui permet à l'un d'entre eux d'attraper son épingle à cheveux. Et cette petite erreur est sur le point de leur coûter la vie. C'est alors qu'ils lui présentent leurs patients les plus dangereux. Les frères Healer, un trio de cannibales atteints d'une maladie génétique rare qui les empêche de ressentir la moindre douleur. Dès qu'ils sont partis, les frères Healer convainquent leur ami de leur jeter l'épingle à cheveux. Et en quelques secondes, ils parviennent à crocheter la serrure et à s'enfuir. Entendant du vacarme, le garde entre dans le bloc pour voir ce qui se passe. Mais dès qu'il a le dos tourné, les cannibales lui sautent dessus et lui enfoncent leurs dents dans la gorge. Ils s'emparent de ses clés, sortent de leur bloc et ouvrent les cellules au fur et à mesure de leur passage, relâchant les patients avant que qui que ce soit ne puisse les arrêter. Il ne faut pas très longtemps avant que l'hôpital soit en proie au chaos le plus total, et le docteur McQuaid se retrouve attaché à un appareil à électrochoc qu'il monte au maximum de sa puissance, jusqu'à ce que le cerveau de la psy soit complètement grillé. Quant au docteur Ryan, les garçons l'enchaînent avec du fil barbelé aux cellules de détention, et ils laissent la machine le démembrer en l'écartelant dans les 4 directions. Ok, je crois que cet endroit est passé de Shutter Island à Hell's Kitchen en un rien de temps. Et je tiens à préciser une chose, la psychiatre a commis une grave erreur en s'approchant trop près des cellules. Mais selon moi, les patients n'auraient jamais dû pouvoir l'atteindre. Nous avons tous déjà vu une cellule de prison de haute sécurité à la télévision, non? Et qu'est-ce qu'elles ont toujours? Une porte en acier solide avec une petite fenêtre d'observation pour voir à l'intérieur. Donc soit ça, soit un système de double porte aurait complètement empêché ce qui s'est passé. Mais il faut aussi dire que le docteur McQuaid aurait vraiment dû laisser son épingle à cheveux à l'extérieur. Même dans les années 70, les hôpitaux comme celui-ci avaient un code vestimentaire strict pour le personnel, qui interdisait notamment les bijoux, les accessoires de coiffure ou tout autre objet susceptible d'être utilisé pour crocheter une serrure. Et tant qu'on y est, il n'y avait vraiment qu'un seul gardien. Sérieux les gars, c'est quoi cette erreur de débutant? Je sais qu'il ne travaille pas à l'asile d'Arkham ici, mais ce mec aurait dû avoir des renforts avant même d'ouvrir la porte. De cette façon, ils auraient au moins eu une chance de contenir le problème si quelque chose devait mal tourner. Maintenant, pour ce qui est du combat du gardien, il n'avait quasiment aucune chance parce qu'il était assailli à 3 contre 1. Mais dès que Sawtooth lui a sauté sur le dos, il aurait dû rentrer son menton pour protéger sa trachée, puis tendre la main et commencer à tirer sur son bras pour éviter un étranglement total. À partir de là, la meilleure chose à faire aurait été de frapper en arrière contre les murs ou le sol en utilisant le poids de son corps pour faire tomber son agresseur. Ce qui nous amène aux 2 médecins. Et même si nous ne les avons pas vus se faire capturer, on peut supposer qu'il y a eu une sorte de bagarre avant que ça ne se produise. Maintenant, comme les cannibales ne ressentent pas la douleur, nous devons nous concentrer sur des coups dévastateurs qui peuvent les mettre à genoux, qu'ils le sentent ou non. Une option consiste à cibler leurs genoux, justement, ou leurs chevilles, parce que ces articulations sont faciles à briser avec suffisamment de force, et que les laisser estropier est tout aussi efficace que de les éliminer. Sinon, visez directement la tête. Un simple KO devrait suffire, quelle que soit leur tolérance à la douleur. Mais vous pouvez aussi viser les yeux pour les aveugler ou la trachée pour stopper le flux d'oxygène. L'important n'est pas de gagner le combat, mais de les assommer suffisamment longtemps pour pouvoir vous enfuir. Ce qui vous permettra d'utiliser les autres employés comme bouclier de viande, pendant que vous vous échapperez. Près de 30 ans plus tard, un groupe d'étudiants se retrouve sur un parking à la lisière de la forêt pour passer les vacances d'hiver dans le chalet de leur ami Porter, quelque part dans les collines. Il est déjà en train de préparer l'endroit, mais Daniel s'inquiète qu'il ne soit bloqué par une tempête. Les autres l'ignorent, montent sur leur motoneige et s'enfoncent dans les montagnes.
Kenya ne tarde pas à se rendre compte qu'ils sont perdus, mais Kyle insiste sur le fait qu'il connaît le chemin. Bien sûr, il se retrouve coincé au beau milieu du blizzard sans aucune idée d'où il se trouve. Mais c'est alors qu'une des filles aperçoit un bâtiment au loin. Désespérés par le froid, ils décident de tenter leur chance et d'aller voir ce qu'il en est. Mais ce sera leur plus grosse erreur. Le groupe se rend à l'intérieur et commence à chercher des signes de vie. Mais il semble que l'endroit ait été abandonné depuis de nombreuses années. C'est pas vraiment un hôtel 5 étoiles, mais c'est mieux que de mourir de froid à l'extérieur, non? Ils décident donc de se mettre à l'aise et de passer la nuit en campant près de la cheminée. Les garçons partent à la recherche de quelque chose de combustible, tandis que Kenya essaie d'appeler Porter pour lui expliquer ce qui s'est passé. Mais elle n'arrive pas à capter de réseau, pas plus que ses amis. Ils n'ont donc aucun moyen de communiquer avec le monde extérieur. Les garçons reviennent rapidement avec du bois et Kyle s'excuse de les avoir tous égarés. Mais c'est alors que Vincent décide qu'il devrait aller explorer le reste du bâtiment. Ce cher Daniel essaie de l'avertir que c'est une mauvaise idée, mais ses amis ne prennent toujours pas les choses au sérieux. Et ils partent tous vérifier l'endroit pendant que Bridget et Sarah restent près du feu. Non loin de leur petit camping improvisé, ils tombent sur des lanternes qui semblent avoir été utilisées récemment. Et Jenna commence à s'inquiéter qu'il puisse y avoir quelqu'un d'autre dans les parages. Eh bien, Vince la rassure en lui disant que personne ne se risquerait dehors dans une tempête pareille. Mais ils sont sur le point de découvrir à quel point ils se trompent. Ok, la situation est déjà grave. Les cannibales ne sont même pas encore arrivés et ces idiots se battent déjà pour leur survie. En effet, ils ont déjà commis plus d'erreurs que Three Finger essayant de passer un test d'orthographe. Et tout a commencé quand ils ont garé leur voiture dans cette foutue zone de remorquage. Ce petit panneau orange aurait tout aussi bien pu être leur pierre tombale, parce que si leurs voitures se font embarquer, il n'y aura plus rien pour prouver qu'ils étaient là au départ. Et comme ils n'ont manifestement pas fait de recherche sur le secteur avant de s'y rendre, je suis prête à parier qu'ils n'ont pas non plus informé les gardes forestiers locaux avant de s'aventurer dans le coin. C'est pourtant la base de la survie en milieu sauvage. Et jusqu'à présent, ces imbéciles ont commencé par un 0 pointé. Maintenant, une fois sur le sentier, compter sur la mémoire de Kyle pour trouver le chalet était une autre énorme erreur. Enfin, ils auraient vraiment dû avoir une carte physique ou une boussole comme solution de secours, précisément pour cette raison. Maintenant, personnellement, je préfère suivre les conseils de Daniel, parce qu'au moins, il a eu la bonne idée de vérifier cette foutue météo, lui. L'hiver dans les montagnes de Virginie occidentale peut devenir mortel en quelques minutes. Ils auraient donc également dû emporter du matériel de survie de base, notamment un abri d'urgence, des trousses de premiers secours, de la nourriture et de l'eau pour environ 3 jours, et bien sûr au minimum des dispositifs pour pouvoir allumer un feu, au cas où ils se perdraient. Mais imaginons que vous ayez pris toutes les mauvaises décisions possibles et que vous vous retrouviez pris au piège dans une tempête de neige comme eux. Eh bien, votre première priorité étant de trouver un abri, se réfugier dans l'hôpital était en fait une décision très judicieuse. Sauf pour ce qui est des hillbillies cannibales. Mais bon, quand on est dans la merde, on ne peut pas se permettre d'être difficile, pas vrai? Maintenant, trouver l'hôpital peut donner l'impression qu'ils ont eu de la chance. Mais explorer les lieux est évidemment une très mauvaise idée. Je veux dire, cet endroit est abandonné depuis près de 30 ans. Donc vous devez vous attendre à ce que les sols s'effondrent, à ce que des fils électriques soient exposés et à toutes sortes d'autres dangers, même sans la présence des cannibales qui vont vous traquer. Par conséquent, le plus sûr serait de rester dans cette salle jusqu'au matin. Mais s'ils insistent pour explorer les lieux, ils devraient au moins emporter leur téléphone pour essayer de capter du réseau dans les autres parties du bâtiment. Je chercherai également des ressources utiles comme du bois de chauffage et des trousses de premiers secours. De cette façon, ils pourraient au moins rendre cette expédition productive, au lieu de risquer leur vie sans aucune raison valable. Le groupe finit par arriver devant le cabinet du docteur Ryan, et ils décident de jeter un œil. Le bureau de l'homme est rempli de vieux dossiers médicaux montrant tous les cas étranges et déroutants sur lesquels il a travaillé au fil des ans. Intrigué, Daniel décide d'emporter quelques dossiers avec lui, tandis qu'il retourne vers la salle commune. Pendant ce temps, les frères cannibales rentrent enfin de leur partie de chasse, traînant derrière eux le corps de Porter, l'ami du groupe. Mais il semble bien que ce soir, ils vont avoir droit à un buffet à volonté. Il se fait tard maintenant, et Vincent dit avoir repéré des lits dans le bloc des patients qui mériteraient d'être inspectés. Ils ne sont pas allés très loin que Kenya remarque une ombre qui traverse le couloir, mais ses amis pensent qu'elle raconte n'importe quoi. Alors Vincent va voir ce qu'il en est. Il semble que les autres aient eu raison. Jusqu'à ce qu'il pousse tout à coup un cri, puis se taise. Inquiète, les filles vont nerveusement voir ce qui lui est arrivé, mais il finit par sortir de derrière un rideau, révélant qu'il ne s'agissait en fait que d'une blague. Kenya retourne vers les autres d'un air frustré, tandis que ses amis rient de bon cœur. Mais ils sont tous trop occupés pour remarquer qu'un des cannibales observe vraiment chacun de leurs mouvements.
et il ne tardera pas à se manifester. Près du feu, Kenya reproche à Vincent ses mauvaises blagues incessantes. Alors il se porte volontaire pour aller allumer le générateur afin de se faire pardonner. Il part seul et se rend au sous-sol. Il remet le courant, puis revient triomphalement vers les autres, maintenant qu'il a fait quelque chose d'utile. N'ayant plus rien à faire, si ce n'est qu'attendre que la tempête passe, ils commencent tous à s'amuser avec le vieux matériel hospitalier, tout en finissant le scotch du bon docteur. Mais ils ne se doutent pas un seul instant que les cannibales les observent discrètement depuis le début. Pour finir, ils se rendent dans l'auditorium où Kenya découvre une vieille bobine de film par terre. Daniel l'emporte à l'étage dans la cabine de projection, sans se douter qu'un des cannibales se trouvait là auparavant. Mais quand il démarre la projection, ils sont tous choqués par ce qu'ils voient à l'écran. C'est étrange, mais il s'agit d'images choquantes montrant un des frères en train de subir une thérapie par électrochoc. Et à ce moment-là, Lorraine se souvient avoir déjà entendu parler de cet endroit. La jeune fille explique qu'elle a déjà entendu des histoires sur les cannibales aliénés qui étaient enfermés ici. Mais les autres sont convaincus que ça ne peut pas être vrai. Ok, là ça change tout. Je veux dire, jusqu'à présent, ils ont pris tout ça comme une grosse blague. Mais s'il y a la moindre possibilité que les histoires sur cet endroit soient vraies, alors il est officiellement temps de commencer à prendre les choses beaucoup plus au sérieux. Je ne veux pas jouer les rabat-joie, mais la première chose à faire est de poser cette bouteille et d'arrêter de picoler. À moins de l'utiliser comme arme, l'alcool est une mauvaise idée dans presque toutes les situations de survie, parce qu'il augmente le risque d'hypothermie, il vous déshydrate, et surtout, il ralentit le temps de réaction et la coordination. Ça semble évident, mais si vous êtes piégé dans un asile abandonné qui abrite peut-être un groupe de hillbillies cannibales, vous aurez besoin de réflexes rapides, d'un bon équilibre et d'un esprit clair pour prendre des décisions intelligentes. Ils doivent donc dire non à l'alcool et commencer à boire de la bonne vieille flotte à la place. Bon, depuis qu'ils explorent les lieux, ils ont remarqué des signes de vie qui indiquent que l'endroit n'est pas vraiment abandonné. Vincent suggère qu'il pourrait s'agir d'un genre de concierge ou des chasseurs locaux. Mais cette idée pose un problème majeur. Je veux dire, regardez simplement autour de vous. Cet endroit est absolument dégueulasse, et si une personne censée vivait ici, on s'attendrait à ce qu'elle ait au moins nettoyé une partie des lieux depuis le temps, non ? Et puis, il y a ce générateur qui est plein de carburant et qui a démarré du premier coup. Après 30 ans d'inactivité, il est absolument impossible que ce putain de truc soit encore en état de marche. À moins bien sûr que quelqu'un l'ait entretenu et maintenu rempli, tout en laissant le reste de l'endroit tomber en ruine. Et si c'est le cas, je détesterais découvrir pourquoi. Donc, d'après ces indices, j'en déduirais déjà qu'il y a quelqu'un d'autre dans le bâtiment. Et comme ils ne peuvent pas prendre le risque d'aller à l'extérieur, il semble que leur seule option soit de se terrer ici et de survivre jusqu'au matin. Si c'était moi, je suggérerais d'installer un campement dans le salon des visiteurs, de barricader la porte avec des meubles et de s'armer avec toutes les armes improvisées qu'ils pourront trouver. J'essaierai également d'installer des pièges sonores comme des boîtes de conserve suspendues, des bouteilles en verre ou des fils pièges dans les couloirs environnants. De cette façon, ils auraient au moins un système d'alerte précoce si quelqu'un tentait de les surprendre. Et juste par mesure de sécurité, je prendrai également au moins 2 personnes pour monter la garde toute la nuit en faisant une rotation toutes les quelques heures. Juste pour m'assurer que tout le monde reste vigilant. Et avec un plan d'évasion et un point de rendez-vous préétabli au cas où quelque chose tournerait mal. Plus tard dans la nuit, Vince dit qu'il n'arrive pas à dormir et il décide de sortir faire une autre promenade au lieu de ça. Il promet à Jenna qu'il ne sera pas long, prend une lampe de poche et part errer dans le bâtiment. Mais rien ne pouvait le préparer à ce qui va se passer ensuite. Quand il arrive au poste des infirmières, il est surpris de trouver son ami Porter assis dos à la vitre. Mais quand il lui demande ce qu'il fait là, son pote ne répond pas vraiment. Perplexe, Vincent s'approche et lui tape sur l'épaule, mais il se rend alors compte qu'il est mort. Horrifié, il tente de s'enfuir, mais il est déjà trop tard. Au moment où il se retourne, Sawtooth apparaît et lui enfonce un pic métallique dans le crâne. Le lendemain matin, Jenna commence à s'inquiéter en constatant que son petit ami n'est toujours pas revenu. Elle trouve ça bizarre et va vérifier auprès des autres, mais personne ne l'a vu depuis la veille. C'est alors que Daniel revient avec d'autres mauvaises nouvelles, annonçant aux autres que les chutes de neige sont encore trop importantes pour qu'ils puissent prendre la route. Convaincu que Vincent finira par réapparaître, ils laissent tomber et décident de prendre leur petit déjeuner au lieu de ça. Mais quand ils arrivent dans le salon, ils découvrent que leurs sacs ont tous disparu. Agacés, ils se disent que c'est Vince qui leur fait encore une blague. Et ils décident finalement de partir à sa recherche, se divisant en 2 groupes pour couvrir plus de terrain. Le groupe de Kenya se rend au sous-sol où il trouve une salle de stockage remplie d'outils qui devaient franchement faire mal, et datant de l'époque où l'hôpital était encore en activité.
Ils finissent par parcourir le chemin qui mène aux cellules de haute sécurité. Mais où qu'ils cherchent, ils ne trouvent toujours aucune trace de Vincent ni de leurs affaires. Pendant ce temps, à l'étage, l'autre groupe tombe sur le poste des infirmières et ils remarquent une tache de sang sur la vitre. Inquiets, ils réalisent immédiatement qu'ils doivent avertir leurs amis, mais ils n'ont aucune idée de l'ampleur du désastre qui les attend. Comme ils ne réussissent pas à le trouver, les autres décident de se séparer. Encore. Et de fouiller chacun un espace différent. Au détour d'un couloir, Jenna se retrouve dans la cuisine. Et c'est alors qu'elle fait la découverte la plus terrifiante de sa vie. Sawtooth entre par l'autre côté de la pièce en portant le corps de Porter sur son épaule, ce qui oblige Jenna à se mettre à l'abri derrière une rangée d'étagères. Terrifiée, elle ne peut rien faire d'autre que de le regarder quand il pose le corps sur une table et qu'il commence à le découper en morceaux avec un couperet. À ce moment-là, Three Finger arrive et emmène son frère vers une autre mission, ce qui donne à Jenna une chance de pouvoir s'échapper pendant qu'ils sont tous les deux distraits. Mais ce que les cannibales leur réservent à tous ensuite est encore bien pire. Ok, bon, ça donne un tout nouveau sens à l'expression « Kitchen Nightmares ». Et ça fait déjà 2 références à Gordon Ramsay que je fais rien que pour mes petits boucliers de viande chérie qui suivent cet épisode depuis chez eux. Maintenant, quand il a vu son pote disparu assis là, dos tourné, il a tout de suite pensé que c'était simplement un prank. Mais quand on y pense, pourquoi diable Porter serait-il sorti en pleine tempête? Et comment aurait-il pu savoir qu'ils étaient là pour commencer? À ce moment-là, son instinct aurait dû se mettre en alerte. Mais une fois que Sawtooth avait tendu son embuscade, il ne pouvait absolument plus rien faire. Et c'est pourquoi il faut toujours avoir un bouclier de viande à proximité juste au cas où. Maintenant, en ce qui concerne ses amis, ils auraient dû prendre sa disparition beaucoup plus au sérieux dès le début. Comme nous l'avons déjà dit, cet endroit recèle toutes sortes de dangers, même sans les hillbillies cannibales. Et dans un environnement froid et isolé comme l'hôpital, chaque seconde est cruciale pour la survie. Dès qu'ils ont remarqué son absence, ils auraient dû immédiatement arrêter ce qu'ils faisaient et commencer à fouiller le bâtiment. Ça leur aurait donné plus de temps pour passer en mode survie, et ça aurait facilement pu sauver plus de vies sur le long terme. Maintenant, se séparer en groupe de 4 pour couvrir plus de terrain était une bonne idée. Mais dès que le groupe de Kenya a décidé de se séparer encore une fois, c'est là que tout s'est effondré. À présent, grâce à Jenna, ils savent qu'il y a au moins 2 cannibales armés dans le bâtiment. Mais le côté positif, c'est que les cannibales ne savent pas vraiment qu'ils sont au courant, ce qui signifie qu'ils ont encore un avantage tactique. Ils doivent d'abord se regrouper dans une position défensive comme le salon des visiteurs et barricader toutes les portes et fenêtres. Ensuite, ils devront se munir de toutes les armes qu'ils pourront trouver et installer des pièges tout autour de la pièce, comme nous l'avons mentionné précédemment. Mais comme ils ne sont pas prêts de s'en aller, il vaudrait peut-être mieux frapper en premier, tant qu'ils ont l'effet de surprise. Jusqu'à présent, nous avons vu que les cannibales aiment tendre des embuscades aux personnes qui sont seules. J'enverrai donc un membre du groupe comme appât se perdre dans les couloirs. Puis, dès qu'un des hillbillies se présentera pour l'attaquer, tous les autres devront se jeter sur lui et l'achèveront. S'ils montrent un exemple de leur capacité dès le début, ça prouvera aux autres qu'ils ne seront pas des proies faciles. Et ça pourrait bien suffire à les faire reculer. Les autres ont déjà commencé à comprendre que quelque chose ne tourne pas rond ici lorsque Jenna arrive en courant dans l'auditorium. Mais avant même qu'elle ait pu raconter ce qui s'est passé, un des cannibales jette un mystérieux baluchon depuis l'arrière de la scène. Il s'agit de la veste de leur ami. Et quand il l'ouvre, il découvre avec horreur la tête coupée de Porter à l'intérieur. Bah! Tout le monde est tellement distrait par cette vision d'horreur que Claire recule accidentellement droit dans un piège. Avant même qu'elle ne réalise ce qui se passe, les cannibales enroulent une sorte de chaîne faite de fils barbelés autour de son cou et commencent à la soulever vers le balcon. Kyle se précipite pour l'aider. Il l'attrape par les jambes et essaie de la tirer vers le bas. Mais à vrai dire, il ne fait qu'aggraver les choses. Ils ne peuvent rien faire d'autre que de regarder la chaîne s'enfoncer encore plus profondément dans sa gorge, jusqu'à ce qu'elle finisse par la trancher de part en part et que son corps retombe au sol. Les autres se précipitent hors de la pièce tandis que Kyle lutte pour se remettre debout. Il les retrouve à l'extérieur en train d'essayer de démarrer les motoneiges. Mais bien évidemment, les cannibales les ont déjà trouvés et sabotés. Il semble donc qu'ils soient coincés ici, à moins qu'ils ne trouvent les pièces manquantes. Lorraine a une idée. Elle remarque que ses skis sont toujours là, et elle décide de se rendre seule en ville, promettant d'envoyer de l'aide si elle parvient à rejoindre un endroit sûr. Les autres ne sont pas convaincus que ce soit une bonne idée, mais la jeune fille est persuadée qu'elle peut y arriver et disparaît dans la forêt. À ce moment-là, les autres n'ont pas d'autre choix que de rentrer, et ils décident donc de se rendre au cabinet médical et de s'y barricader.
Certains d'entre eux se mettent immédiatement à chercher des armes, mais ils ne parviennent pas à se mettre d'accord pour savoir s'ils doivent rester à l'intérieur du bâtiment ou tenter leur chance à l'extérieur dans la neige. C'est alors que Daniel trouve les dossiers des 3 frères. Il explique qu'ils ont autrefois été patients de l'hôpital et ils sont horrifiés d'apprendre que tous les 3 sont de violents cannibales. Ça rend la recherche d'armes encore plus importante. Alors, Kyle suggère de fouiller l'ancien espace de stockage au sous-sol. Il y a juste un problème. Les cannibales sont toujours dans la nature, et certains craignent qu'ils ne se fassent tous tuer avant même d'y arriver. Déterminé à tenter le coup malgré tout, Kyle pousse Daniel à l'accompagner en le faisant culpabiliser. Et Sarah décide de les accompagner elle aussi, laissant les autres garder leur forteresse jusqu'à leur retour. Ok. Maintenant, je ne veux pas jouer les rabat-joie, encore une fois, mais je commence à penser que ce groupe de bras cassés ne serait même pas fichu de trouver l'Amérique sur une carte. Mais bon, regardons d'abord leur stratégie de bataille dans l'auditorium, parce qu'ils ont commis une erreur fatale qui a coûté la vie à tout le monde. Ils se sont laissés trop distraire par la tête décapitée de leurs copains. Je sais, c'est facile à dire pour moi alors que je suis assise ici en sécurité chez moi, mais ça ne change absolument rien au fait que j'ai raison. Paniquer était exactement ce que ces hillbillies voulaient qu'ils fassent. Et c'est pourtant dans ces moments-là que la conscience situationnelle devient encore plus importante. Au lieu de se concentrer sur cette distraction, ils auraient dû se regrouper et se préparer à se défendre contre la menace réelle, parce que courir aveuglément vers d'autres pièges ne fera que vous faire tuer. Dès que Claire a commencé à être tirée vers le haut par la chaîne, la première réaction de Kyle a été d'essayer de la tirer vers le bas. Et c'est tout à fait le genre de chose que Kyle ferait. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est la chose la plus stupide qu'on puisse faire, parce que la tirer vers le bas ne faisait que contribuer à la tuer encore plus vite. Au lieu de ça, il aurait dû rapidement prendre une chaise et commencer à pousser Claire vers le haut, l'aidant ainsi à rester en vie quelques secondes de plus. Dans le même temps, ses amis auraient pu se précipiter vers le balcon et attaquer les cannibales de front, ce qui les aurait obligés à lâcher la chaîne et à laisser Claire retomber au sol. Maintenant, dans un tout autre registre, leur décision de se barricader dans le bureau était en fait la chose la plus intelligente qu'ils pouvaient faire. Mais ensuite, ils ont fait le truc le plus débile qui soit, en décidant de repartir à peine 5 minutes plus tard. Ils veulent partir à la recherche d'armes, mais il y a déjà plein de choses qu'ils pourraient utiliser dans ce bureau. Avant de partir, je me serais assurée que tout le monde soit armé et dangereux, même s'il ne s'agissait que d'une arme simple comme un bâton fabriqué à partir d'un pied de chaise ou d'un morceau de verre brisé enveloppé dans un tissu pour en faire un poignard, ou même une paire de vieux ciseaux, un coupe-papier ou n'importe quel autre objet tranchant. Même des objets comme des presse-papiers auraient pu faire d'excellents projectiles pour une attaque à longue portée. Ou ils auraient aussi pu casser les panneaux avant de ces meubles de rangement pour les utiliser comme boucliers de fortune. Je dis juste ce que je pense, ok? Personnellement, je serais restée dans le bureau jusqu'à ce qu'ils n'aient plus d'autre choix. Mais s'ils veulent absolument bouger, ils devraient rester en un seul grand groupe, parce que le nombre sera toujours leur meilleur atout. Et honnêtement, il n'y a aucune raison d'avoir peur d'un combat, parce qu'avec seulement 3 cannibales dehors, chacun d'entre eux qu'ils parviendront à abattre augmentera considérablement leurs chances de survie. Le groupe de Kyle n'a pas parcouru une grande distance avant d'entendre quelqu'un glousser à l'autre bout du couloir. Et quand ils se retournent, ils voient Three Finger en train de les poursuivre avec une grosse hache. Ils auront besoin de bien plus qu'un simple tisonnier pour l'affronter. Alors ils se mettent à courir vers la zone de stockage, tandis que lui se précipite toujours vers eux. Et il s'enferme à l'intérieur pour se mettre à l'abri derrière les piles de vieilleries. Leur seule option est d'attendre qu'ils s'éloignent avant de prendre des armes et de continuer à avancer. Kyle ouvre la marche pour retourner au bureau, mais Daniel s'arrête pour prendre une hache encore plus puissante à la dernière minute. Mais quand il court pour rattraper les autres, il est tout à coup attrapé par derrière et traîné loin d'eux avant même qu'ils ne s'en aperçoivent. Les cannibales ramènent Daniel dans la cuisine, puis l'enchaînent avec du fil barbelé qu'ils enroulent autour de son corps. Les autres n'ont même pas remarqué son absence avant leur arrivée au bureau, et Kyle veut immédiatement retourner le chercher. Mais Bridget l'en empêche, convaincue qu'il est déjà trop tard. C'est alors qu'ils entendent leur ami appeler à l'aide, mais ils n'ont aucun moyen de savoir s'il se cache dans le coin ou s'il est déjà en train d'être dévoré vivant. Alors que les cris s'intensifient, Kenya décide qu'ils doivent tenter quelque chose. Mais Bridget reste réticente. Et pendant qu'ils débattent pour savoir s'ils doivent essayer ou non, les cannibales, eux, découpent des morceaux de chair de Daniel et les mangent devant lui. Et même si maintenant ses amis sont enfin en route, il semble qu'il soit déjà trop tard pour le sauver. Quand ils arrivent au niveau inférieur, ils se rendent compte que les cannibales pourraient se cacher n'importe où. Alors Kyle décide de fouiller la cuisine pendant que les autres vont vérifier les cellules. Il entend les cris devenir de plus en plus forts à mesure qu'il s'approche, jusqu'à ce qu'il tourne enfin au coin et voit les cannibales découper un énorme morceau de la jambe de son ami.
C'est tout simplement la chose la plus horrible qu'il ait jamais vue. Et pris de panique, il fait demi-tour à contre-cœur pour rejoindre les autres, laissant Daniel derrière lui sans même essayer de les arrêter. Et à présent, on peut affirmer sans risque que sauver sa vie n'est clairement plus une option. Ok, je pense qu'on peut affirmer sans risque non plus que mon pote Daniel ici méritait un meilleur groupe d'amis. Parce que s'ils avaient tous été aussi soucieux de la sécurité que lui, il serait chez lui en ce moment bien au chaud sous une couverture avec une bonne tasse de chocolat chaud. Mais cela dit, il a commis une erreur incroyablement stupide. Et maintenant, il semble qu'il vienne d'en payer le prix. Évidemment, il n'aurait jamais dû rester en arrière sans dire aux autres de l'attendre. Je veux dire, il venait littéralement d'échapper à une attaque de Three Finger. Ils auraient donc dû s'attendre à d'autres problèmes à tout moment. Mais en restant en arrière sans prévenir, les autres ont instantanément fait de lui une cible parfaite. Une fois qu'ils se sont mis en route, ils auraient dû rester groupés pour s'assurer de ne laisser personne derrière eux. Maintenant, étant donné qu'il n'a dit à personne où il s'arrêtait, il n'y avait absolument personne pour le soutenir lorsque Sawtooth s'est pointé. Le fait est qu'il avait une petite hache dans la main droite, si vous vous souvenez bien, et ça aurait pu changer complètement la donne s'il l'avait utilisée correctement. Le meilleur endroit où viser aurait été la tête ou le côté du cou, où avec un seul coup, on peut sectionner une artère importante ou causer un traumatisme crânien important qui pourrait le tuer en quelques secondes. Sinon, une attaque à l'épaule ou à la clavicule aurait pu lui immobiliser le bras, lui faire lâcher prise et permettre à Daniel de s'échapper. Et des coups de jambe auraient également été une option viable, genre en visant les genoux ou les tendons. Il valait mieux nuire à sa mobilité que de ne rien faire. Et je veux dire, il y avait encore une petite chance de le sauver une fois que la boucherie a commencé. Mais le temps que ces idiots se décident enfin à agir, il était déjà trop tard. Donc au final, ils ont risqué leur vie pour absolument rien du tout. Le fait de savoir que les cannibales sont tous regroupés au même endroit aurait pu leur donner une chance de renverser la situation. Une simple idée. S'ils se sentaient courageux, à leur place, je me serais glissée près des sorties de la cuisine et je les aurais bloqués avec des meubles ou une chaîne, piégeant ainsi les cannibales à l'intérieur et permettant au groupe de prendre le contrôle de la situation. Ouais, c'est putain de cannibales. Traumatisé, Kyle retourne en courant vers les autres pour leur annoncer la mauvaise nouvelle. Mais Kenya est toujours déterminée à combattre ces monstres avant qu'ils ne tuent qui que ce soit d'autre. Elle élabore un plan et demande à Jenna de prendre sa lanterne et d'aller attendre près du couloir menant au bloc C, tandis qu'elle et les autres vont utiliser leurs armes pour prendre d'assaut la cuisine. Justement, dans la cuisine, One Eye commence à s'étouffer avec un des doigts de Daniel. Ses frères viennent lui porter secours, mais pendant qu'ils sont distraits, Kyle s'approche discrètement et frappe Sawtooth avec un extincteur, tandis que les filles se précipitent juste derrière lui, chassant les cannibales droit dans le piège de Jenna. Dès qu'elle les voit arriver, Jenna fracasse la lampe sur le sol, créant un mur de feu qui les force à descendre vers les cellules. Maintenant la pression, les autres les poursuivent jusqu'à ce qu'ils n'aient plus nulle part où aller, et ils les piègent dans leurs cellules d'origine d'il y a 30 ans. Discutant de leurs options, Kyle pense qu'il devrait simplement les tuer maintenant qu'ils en ont l'occasion. Mais juste au moment où il s'apprête à les enflammer, Kenya parvient à le dissuader, le convainquant de leur épargner la vie à la place. Frustrée, les autres lui demandent ce qu'elle veut faire, mais Kenya suggère de fouiller le bâtiment à la recherche des pièces de leur motoneige. Ils décident donc de se séparer encore une fois. Les filles partent fouiller l'hôpital pièce par pièce, laissant Kyle monter la garde pendant leur absence. Les heures passent sans qu'elles ne trouvent les bougies. Et frustrées, les filles décident qu'elles ont besoin de se reposer. Kyle commence lui aussi à fatiguer. Mais dès qu'il ferme les yeux, Three Finger récupère la vieille épingle à cheveux dans la cuvette des toilettes et s'en sert pour ouvrir la cellule, permettant à Sawtooth de neutraliser Kyle avant même qu'il ne comprenne ce qui lui arrive. Quelque temps plus tard, Kenya décide d'aller voir Kyle au sous-sol et Sarah verrouille la porte derrière elle dès qu'elle est partie. Quand elle arrive au bloc des cellules, elle est horrifiée de découvrir que la cage est ouverte et qu'il n'y a aucun signe de Kyle ou des cannibales. Terrifiée, elle retourne immédiatement en courant pour prévenir les autres, qui acceptent toutes de rester dans le bureau et de s'échapper dès le lendemain matin. À ce moment-là, elles entendent des bruits de pas dans le couloir, et quand Kenya éclaire avec sa lampe torche à travers le trou dans la porte, elles sont horrifiées de voir un œil injecté de sang sous un sac en toile de jute les fixer depuis l'autre côté. Elles sont convaincues qu'il s'agit d'un des cannibales, mais étrangement, il n'attaque pas. Et, y voyant une opportunité, les filles décident de l'abattre tant qu'elles sont en supériorité numérique. Quand il entend ça, le cannibale se lève et tente de s'enfuir, mais les filles le poursuivent et commencent à le poignarder dans le dos avec leur couteau. Et au moment où Kenya le retourne et lui enlève le sac de la tête, elle se rend compte qu'elles viennent de tuer leur bon pote Kyle. Ce qui nous en fait 8 de moins, et il n'en reste plus que 5.
Ok, qu'est-ce qui vient juste de se passer là? Je veux dire, putain de merde les filles, vous venez de vous faire avoir par un groupe de mecs qui n'ont probablement jamais vu une télévision couleur de leur vie et ils vous ont manipulé comme des marionnettes pour commettre un des pires massacres contre son camp que j'ai jamais vu. Maintenant, se faire descendre par des cannibales psychotiques, c'est une chose. Mais se laisser manipuler pour le faire à leur place, c'est faire preuve d'un niveau extrême de stupidité. Et quand ce genre de choses arrive, je pense que vous savez exactement ce que je vais dire. Devinez quoi, bande d'idiots? On dirait que vous tous là, vous venez tous de merde. Maintenant, je passerai à côté d'un élément important de l'histoire si je ne prenais pas une seconde pour allumer Kyle en premier. Parce que chaque fois que quelque chose a commencé à mal tourner, il m'a semblé qu'il était toujours au milieu. Pour commencer, c'est toi qui as déclenché tout ce bazar en donnant à tout le monde de mauvaises directives. Et donc, je ne serai pas très loin de la vérité en disant que tout ça là, c'est entièrement de ta faute. Par exemple, tu sais déjà que ça pue quand ton seul espoir de survie est de passer la nuit à l'hôtel cannibale. La prochaine fois, essaie peut-être de consulter une carte ou quelque chose comme ça avant que tout ton groupe d'amis finisse en ragoût humain. Mais ce qui est le plus dingue, c'est que vous, bande d'imbéciles, avez réussi à gagner le combat et à piéger ces monstres à l'intérieur de la cage pour ensuite changer d'avis et laisser un seul gars les surveiller comme s'ils n'avaient pas déjà réussi à s'échapper de cette même situation il y a 30 putains d'années. Franchement, c'est clairement le comble de la stupidité. Et après avoir perdu 3 de vos potes et être arrivé jusque-là, on aurait pu penser que vous auriez été assez intelligent pour les achever tant que vous en aviez l'occasion. Au final, je sais toujours pas qui est le plus débile entre vous. Kenya pour avoir fait preuve de pitié envers une bande de cannibales, ou Kyle pour s'être endormi au boulot. Mais une chose est sûre, c'est que chacun d'entre vous a sacrément merdé. Horrifiées par ce qu'elles viennent de faire, les filles réalisent que Kyle ne pouvait pas parler parce que les cannibales lui avaient coupé la langue. Et elles peuvent encore entendre un des frangins se moquer d'elles dans l'ombre. Elles décident donc de courir toutes les 4 vers le cabinet médical. Tout à coup, les cannibales surgissent de l'ombre et leur coupent la route, forçant les filles à courir vers la porte d'entrée. Mais quand elles y arrivent, elles se rendent compte qu'elle a déjà été fermée avec une chaîne, ce qui ne leur laisse d'autre choix que de tenter leur chance ailleurs. Elles parviennent à monter jusqu'au grenier sans croiser les frères, mais elles se rendent compte qu'elles viennent de pénétrer dans leur repère maléfique. Elles doivent sortir de là avant que les cannibales ne reviennent. Mais avant de partir, elles prennent quelques vestes de leurs précédentes victimes pour rester au chaud. Elles finissent par atteindre un endroit où elles parviennent à barricader la porte menant au couloir avec une planche de bois. Et elles commencent à chercher une fenêtre par laquelle elles pourraient s'échapper. La plupart des ouvertures sont encore grillagées, mais Sarah finit par en trouver une qui semble suffisamment rouillée pour être arrachée. Alors qu'elle s'efforce de créer une ouverture, les cannibales les repèrent et commencent à enfoncer la porte. C'est une course contre la montre. Alors Sarah utilise son arme pour briser la vitre et commence à creuser un tunnel dans la neige. Mais il semble que les cannibales soient sur le point de passer à travers la porte à tout moment. Elle atteint enfin le bout du tunnel et parvient à sortir à l'extérieur, disant aux autres qu'elles peuvent la suivre en toute sécurité. Bridget passe en premier, suivie de Kenya. Mais avant que Jenna ne puisse entrer, les cannibales parviennent à franchir la porte. Elle a presque atteint l'autre bout quand le tunnel commence à s'effondrer et Kenya plonge immédiatement pour la sauver. Mais dès que Jenna ressort par la fenêtre, Sawtooth se précipite et lui transperce le dos avec une énorme tarière à glace. Kenya voit ça et crie aux autres de la tirer en arrière, sachant qu'elle ne peut plus rien faire pour sauver son amie. N'ayant nulle part où aller à part dans la forêt, les 3 filles se mettent à courir aussi vite que possible pour s'éloigner du bâtiment. Mais les cannibales ne tardent pas à rejoindre les motoneiges et à se lancer à leur poursuite. Il n'y a aucune chance de les distancer dans la neige profonde. Et en quelques secondes, elles sont complètement encerclées par les cannibales qui font des donuts pour les bloquer. Ok, eh bien on dirait que ces filles viennent de choper des places VIP au premier rang pour Cannibals on Ice. Bon, je sais qu'il est difficile de réfléchir clairement quand on se bat littéralement pour sa vie, mais elles ont manqué 2 occasions importantes à l'hôpital qui auraient pu changer la donne. Tout d'abord, la tanière des cannibales regorgeait de marteaux, de scies et d'autres objets qu'elles auraient pu utiliser comme armes. Et je suis prête à parier que les pièces détachées de leur motoneige s'y trouvaient probablement aussi. Au lieu de se précipiter dehors, elles auraient dû demander à 2 filles de monter la garde pendant que les autres fouillaient minutieusement la pièce. Parce que si elles avaient réussi à trouver les bougies, toute cette situation aurait pu être évitée. Maintenant, après s'être échappées, elles savaient que les cannibales risquaient encore de les poursuivre. Au lieu de s'enfuir dans la nature, elles auraient pu tendre une embuscade juste à l'extérieur de la porte d'entrée. Avec un peu de chance, les monstres ne s'y seraient pas attendus. Et dès qu'ils auraient baissé leur garde, les filles auraient simplement pu leur sauter dessus et s'emparer des motoneiges. Parce qu'une fois poursuivies, elles n'avaient plus aucune chance de les distancer à pied. Donc au lieu de courir à terrain découvert,
Elles auraient dû se diriger vers la lisière de la forêt et utiliser les bois denses pour se cacher, ce qui aurait forcé les monstres à descendre de leur motoneige s'ils voulaient les poursuivre. Maintenant qu'elles sont encerclées, leurs options sont assez limitées. Mais si elles ont déjà vu le film Gladiator, elles devraient savoir exactement ce qu'il faut faire. Leur seul espoir est de former un cercle serré et d'utiliser le tisonnier de Sarah et toute branche qu'elles trouveront pour faire tomber un cannibale de sa motoneige s'il s'approche trop près. Avec un peu de chance, elles pourraient réussir à en abattre un. Et si elles parviennent à s'emparer d'une seule motoneige, elles seront libres. Après les avoir tourmentées pendant 1 minute, les tueurs disparaissent d'un seul coup, ce qui donne aux filles une nouvelle chance de s'enfuir. Mais avant qu'elles ne puissent aller très loin, Sarah décide de retourner chercher son arme. Elle se sépare du groupe et court vers le lieu de l'attaque où elle commence à creuser dans la neige. Mais dès qu'elle est partie, les autres entendent les motoneiges revenir vers elle. Kenya avertit Bridget de se baisser, mais la jeune fille se met à courir au lieu de ça. Et en quelques secondes, un des cannibales l'attrape par l'épaule et commence à la traîner. Bridget sort un couteau et commence à poignarder Sawtooth au bras jusqu'à ce qu'il la lâche enfin. Mais comme il est distrait, il finit par se prendre une branche d'arbre qui le met KO. À ce moment-là, Sarah entend sa petite amie hurler quelque part au loin. Mais avant qu'elle ne puisse la rejoindre, One Eye a déjà bloqué la jeune fille sous la chenille de sa motoneige. Et il commence à faire vrombir le moteur, la déchirant comme une déchiqueteuse à bois, tout en sautillant de joie devant le spectacle. Sarah ne peut absolument rien faire lorsqu'elle arrive sur place. Et abattue, elle décide de retourner chercher Kenya avant que les cannibales ne la trouvent. Au matin, le corps de Lorraine apparaît paisible. Elle est morte de froid à quelques mètres de la route seulement. Blessée, Kenya parvient à atteindre le milieu du vaste terrain découvert et elle commence à appeler ses amis. Mais c'est alors qu'elle entend un des cannibales s'approcher d'elle. Terrifiée, elle court vers un gros tas de neige. Quand tout à coup, Sarah surgit et frappe One Eye avec une branche d'arbre, révélant que c'était leur plan depuis le début. Elles sont sur le point d'atteindre la route quand tout à coup Kenya crie « Oh non !» en remarquant quelque chose sur le chemin devant elle. Mais il est déjà trop tard et elles sont toutes les deux décapitées instantanément par une clôture en barbelé. Au final, ça fait 13 victimes et il n'y a aucun survivant. Mais il semble que tout le monde ait appris une leçon précieuse ici. Si vous partez en motoneige dans les montagnes de Virginie occidentale, ça pourrait être utile d'investir d'abord dans une carte. Détour mortel 4. Allez les gars, vous saviez qu'on allait le faire. Où sont tous mes fans de Détour mortel? C'était le 4e volet. Ça faisait un moment qu'il était dans la boîte et on devait le sortir. Qui pensait qu'on parlerait encore de ce film en 2025? Moi, bien sûr, évidemment. Ouais. Alors, dites-moi ce que j'ai manqué dans les commentaires ci-dessous. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment battre pour d'autres vidéos comme celle-ci. Je suis là pour vous. Nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, passez une excellente journée!